Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure de journal. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, le nombre de décès s'élève désormais à 59 à la suite du passage du cyclone Gézani. Selon le rapport publié ce matin à 8h30 par le BNGRC, le nombre de personnes disparues a augmenté de 15. Plus de 420 000 sinistrés sont également recensés. Le point avec Ruth Ristel, Rakout Malal. Le bilan fait état de 59 décès après le passage du cyclone Gézani, 2 à Touamassen 1, 41 à Touamassen 2, 3 à Badjezak, 2 à Manour, 1 à Nzouzourbe, 8 à Brickaville, 1 à Kazoubé et 1 à Mazakanjin. 15 personnes sont portées disparues et 804 ont été blessées. Concernant les sinistrés, 423 986 personnes issues de 104 706 ménages sont affectées. 16 428 personnes ont été déplacées, dont 11 468 hébergées dans des sites d'accueil et 4 960 accueillis chez leurs proches. Les dégâts matériels sont également considérables. 27 756 habitations inondées, 49 129 maisons endommagées, 25 044 totalement détruites. Des infrastructures publiques ont aussi subi d'importants dommages, 563 salles de classe endommagées, 142 partiellement détruites, 76 totalement détruites. 11 CSB1 et 17 CSB2 ont été partiellement détruits. 2 hôpitaux CHU ainsi que 7 bâtiments administratifs ont également subi des dégâts. Au total, 25 districts ont été touchés par le cyclone Gézani. Les dégâts laissés par le cyclone Gézani à Touamassen sont considérables. De nombreuses personnes et organisations se mobilisent pour apporter leur soutien auprès du BNGRC. Dans le cadre du renforcement des relations sino-malagasy, l'Association des femmes chinoises d'outre-mer de Madagascar a remis aujourd'hui des dons d'une valeur de 97,5 millions d'ariars et au profit de la région Atsnan. Reportage signé Fandessine Mireille et Yves Janel. Les produits de première nécessité pour les sinistrés de Touamassen ont été placés en priorité par l'Association des femmes chinoises d'outre-mer de Madagascar. Parmi les dons figurent notamment des tôles pour la réfection des toitures, des lits, ainsi que divers articles indispensables au quotidien. Le montant total de cette aide s'élève à 97,5 millions d'ariars. En complément, une somme de 10 millions d'ariars a également été allouée pour venir en aide spécifiquement aux ressortissants chinois résidant dans la région Atsnan et affectés par le passage du cyclone Gézani. C'est l'association des femmes chinoises d'outre-mer à Madagascar. Étant donné que le cyclone Gézani vient de passer à Touamassen et que le ravage a été important, les femmes de Madagascar se sont tous alliées ensemble pour un don de matériaux pour la région de l'Est, étant donné pour aider la population à se rétablir le plus rapidement possible. On espère pouvoir contribuer à l'amitié sino-malagache et à la population malgache pour les aider dans cet événement qui touche tout le monde, qui touche aussi les femmes chinoises à Tananarive, et on espère que Tamatave se rétablit le plus rapidement possible. Selon les explications, ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations sino-malagasy. La répartition de l'ensemble des aides sera assurée par le BNGRC. Et concernant le cyclone Gézani, justement, ce cyclone continue d'avoir des impacts sur Madagascar. À 9h ce matin, le centre du cyclone Gézani se situait à 240 km à l'ouest d'Itampoul ou Impani. Selon le service météorologique, son intensité a diminué. Les vents moyens atteignent 140 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h près de son centre. Il se déplace vers le nord-est à une vitesse de 13 km. Il devrait se rapprocher davantage des côtes du district d'Ampani-Andjefan dans l'après-midi ou la soirée avant de s'en éloigner définitivement. Des vents forts d'environ 65 km/h pourraient ainsi affecter les côtes sud et sud-ouest. En conséquence, les niveaux d'alerte sont modifiés comme suit: alerte rouge, danger imminent pour Ampani-Andjefan et alerte jaune, menace pour Belou et Tsiumbe. Les précipitations importantes sont peu probables car elles devraient principalement se concentrer en mer. Les usagers de la mer entre Mentran et Tolania sont invités à ne plus sortir en raison de la dégradation des conditions maritimes, selon toujours le service météorologique.
Restant toujours dans ce cadre et justement des causes du passage du cyclone Gézani, la majorité des foyers des habitants de Tuamasn ont été endommagés à la suite du passage de ce cyclone. La ville a encore besoin d'importants travaux de réhabilitation. Les autorités locales sont actuellement mobilisées pour mener des opérations de nettoyage. Reportage. La commune urbaine de Tuamasn est déjà à pied d'œuvre pour aider la population à évacuer les déchets et les troncs d'arbres accumulés. La municipalité, dirigée par le maire Alain Andjafan Mezantsou, travaille jour et nuit afin d'assurer la remise en état et l'assainissement de la ville dans le but de prévenir d'éventuelles conséquences sanitaires et environnementales. Depuis samedi dernier, la commune urbaine de Tuamasn poursuit ses interventions sans relâche. Les opérations sont organisées autour de 3 axes principaux pour l'évacuation des déchets et des arbres déracinés, avec un appel à la mobilisation lancé par le maire. Les travaux se poursuivent jour et nuit dans toute la ville et ne cesseront que lorsque Tuamasn aura retrouvé son état normal, poursuit le maire. L'objectif affiché étant de reconstruire une ville unie, solidaire et tournée vers l'avenir. Page diverses, 646 tortues destinées à être exportées clandestinement ont été saisies par la police à Belle-sur-Mer jeudi dernier. 5 personnes impliquées dans cette tentative de trafic d'espèces protégées ont été arrêtées et font l'objet d'une enquête. Les tortues ont été placées dans un lieu sécurisé en attendant leur réintroduction dans leur milieu naturel. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal. Au total, 646 tortues, dont 630 vivantes et 16 mortes, ont été découvertes par les éléments de la Direction régionale de la sécurité publique de Ménabé au domicile de 2 hommes jeudi dernier. Ces derniers ont été immédiatement interpellés. À l'issue des premiers interrogatoires, il a été établi que 3 autres complices avaient pris la fuite à bord d'une vedette rapide. Après des recherches, ces 3 individus ont été arrêtés vendredi dernier à Antananarivo, au sud de Belle-sur-Mer. Ils seront présentés au parquet une fois l'enquête terminée. Il est rappelé que les auteurs de trafic de richesses naturelles encourent des peines d'emprisonnement fermes. Quant aux tortues vivantes, elles ont été placées dans un site sécurisé avant leur réintroduction dans leur habitat naturel. Dans la page économique, les 53 pays africains, à l'exception de l'Eswatini, bénéficieront de l'exonération totale des droits de douane sur leur exportation vers la Chine à partir du 1er mai 2026. Cette décision a été annoncée par le président chinois Xi Jinping samedi dernier lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. Reportage de Ruth Christelle Rakoutmalal. Depuis 2024, 33 pays africains bénéficiaient déjà de l'exonération des droits de douane pour l'exportation de leurs produits vers la Chine, dont Madagascar. En 2025, les autorités chinoises ont décidé d'étendre cette mesure à 53 pays africains, à l'exception de l'Eswatini, en raison d'un différend diplomatique lié aux relations qu'entretient ce pays avec Taïwan. C'est lors du sommet de l'Union africaine, tenu samedi dernier à Addis Abeba, que le président Xi Jinping a officiellement annoncé l'application de cette décision à compter du 1er mai 2026. La Chine demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique et un important bailleur de fonds pour de nombreux projets sur la région, notamment à travers l'initiative des nouvelles routes de la soie. Selon les statistiques, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains ont augmenté de 17,7%, atteignant 348,05 milliards de dollars en 2025. Dans les actualités sportives de ce soir, plus de 200 athlètes ont participé au championnat de Madagascar de lutte. Cette compétition a permis de désigner les champions nationaux 2025 et de sélectionner les lutteurs qui intégreront le regroupement en vue de préparer le championnat d'Afrique en 2026. La compétition s'est tenue au gymnase Inkwai à Kourjan. Reportage de Narsour Azakassan et Michel Rakoutsan. Toutes les ligues régionales du pays étaient représentées lors du championnat de Madagascar de lutte catégorie junior. Cette compétition a permis de sacrer les champions nationaux 2025 dans chaque catégorie.
L'un des faits marquants de l'événement a été le retour de plusieurs anciens lutteurs revenus à la compétition. L'objectif principal reste la sélection des représentants de Madagascar pour le championnat d'Afrique. Un regroupement des athlètes retenus est ainsi prévu prochainement afin d'intensifier la préparation. Au regard du niveau technique affiché par les participants, l'avenir de la discipline s'annonce prometteur. Par ailleurs, durant les 2 jours de compétition, une action de solidarité a également été organisée afin de venir en aide aux sinistrés du dernier cyclone. Donner le meilleur de soi-même, telle est l'attente placée sur les joueurs qui participeront à la compétition élite U23 organisée par la Ligue d'Analamang de basketball. L'objectif affiché est de préparer la relève et d'assurer la continuité au sein de la discipline. La compétition se tiendra au gymnase Ankwai Ankonjan le 7 mars prochain. Les détails toujours avec Narso Razakassan et Michel Rakoutsan. Les joueurs seniors à Madagascar, notamment ceux d'Analamang, ont besoin d'une relève solide. Il est également essentiel d'élever le niveau technique et l'intensité du jeu dans les catégories supérieures. C'est dans cette optique que la Ligue d'Analamang a décidé d'organiser la compétition Elite U23, une initiative qui vise aussi à forger l'état d'esprit des joueurs en les préparant progressivement au monde professionnel. La participation régulière à des compétitions permet également aux joueurs de maintenir et d'améliorer leur expérience. Une autre raison qui a motivé la Ligue à mettre en place cet événement. La compétition Elite U23 débutera le 28 février prochain. Seules des équipes sélectionnées prendront part à ce tournoi, aussi bien dans la catégorie masculine que féminine. Dans les actualités internationales, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en Algérie pour une visite de 2 jours. Pour Emmanuel Alcaraz, chercheur au laboratoire Mésopolis à Sciences Po Aix, la méditation de Ségolène Royal a préparé le terrain. France 24. Tout le monde a intérêt à un apaisement, mais il ne faut peut-être pas s'attendre à de grandes annonces. Oui, je pense que c'est probable. Si on analyse la presse algérienne et la réception de la visite de M. Núñez, en fait, c'est le pragmatisme qui domine, et c'est un pragmatisme offensif. Donc Alger a apprécié en fait que M. Núñez ne mette plus de conditions à sa venue, mais bon, je pense que c'est un premier pas vers une éventuelle reprise du dialogue. Parce que ces dernières semaines ont été écornées par des micro-crises, notamment l'affaire de la diffusion de compléments d'enquête, reportage qui a été jugé comme uniquement à charge sur l'Algérie, qui a été diffusé sur France 2. Et je pense que si les choses ont repris, c'est grâce en grande partie à la médiation officieuse de Ségolène Royal, qui est la représentante de l'association France-Algérie, qui a pu rencontrer le président Tebboune, et même si elle n'est pas l'envoyé, l'émissaire officiel du président Macron, ça a certainement joué d'avoir une personnalité politique de premier plan, de ce niveau, jouer ce rôle de médiation. Et puis il n'y a pas la même approche qu'avec Bruno Retailleau, lui qui était qui était ferme sur ce dossier, qui refusait tout déplacement à Alger. Précisément, quels sont les sujets sur lesquels les choses pourraient évoluer ? Alors les choses peuvent évoluer. Alors vous mentionnez dans le reportage les questions sécuritaires, notamment la France a besoin de l'Algérie parce que pour la sécurité ça passe par le Sahel et la France n'est plus présente au Sahel, au Mali et au Niger. Donc elle a besoin de la médiation algérienne, et Alger a aussi besoin de Paris parce que quelque part, et de l'Union européenne parce qu'elle se trouve un petit peu isolée sur la scène politique régionale. Ça peut aussi évoluer sur la question économique. Vous avez aussi une délégation du MEDEF qui rencontre des patrons algériens. Ça peut évoluer aussi, ça peut passer aussi par une médiation de l'Union européenne sur le plan économique. Donc c'est essentiellement sur le plan sécuritaire. Il y a aussi sur l'affaire Glaise, si les choses se tassent, on peut espérer une sortie heureuse, même si à mon sens ça peut prendre encore plusieurs semaines. Donc je dirais que et sur la question aussi, il y a bien sûr la question migratoire, mais l'Algérie a aussi des demandes vis-à-vis de la France, parce qu'elle demande l'extradition d'un certain nombre de ses ressortissants qui ont trouvé asile en France et qui sont poursuivis sur des dossiers de corruption en Algérie.
Donc la France a des demandes concernant les OQTF, mais Alger a aussi également des demandes et sur lesquelles la France a opposé jusqu'à maintenant une fin de non-recevoir. Et donc Alger attend des gestes significatifs. Il y a aussi bien sûr la question mémorielle. Il pourrait y avoir, quand les choses sur un plan diplomatique, géopolitique avancent guère, on peut avancer au moins sur la mémoire, sur la culture, sur la mémoire du passé colonial, et peut-être y aurait-il une réactivation de la commission Stora, notamment Alger demande des choses concernant les archives, demandant des choses concernant la reconnaissance des essais nucléaires faits par la France en Algérie. Donc sur le plan des petits pas mémoriels, il pourrait y avoir des avancées, mais c'est en fait les choses sérieuses se jouent plutôt sur le dossier sécuritaire et sur le dossier migratoire. Et il y a des points de blocage comme le Sahara occidental, pardon de vous interrompre, et là ça va être très compliqué sur cette question du Sahara occidental. Il est peu probable qu'Emmanuel Macron revienne sur sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Ça paraît effectivement peu probable, et la France a renoncé en fait à une politique d'équilibre. Elle avait peut-être sur un plan géopolitique une carte à jouer pour se démarquer de Donald Trump et aussi de certains de ses partenaires européens, mais elle a été un peu suiveuse sur ce plan en finissant par reconnaître, Emmanuel Macron a reconnu, comme le dit votre reportage, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et ça c'est une ligne de friction par rapport aux fondamentaux algériens, de la diplomatie algérienne. Donc, et là je ne vois pas effectivement M. Macron rétro-pédaler sur cette question. Merci. On n'a fait en fait que suivre ses partenaires. Au Tchad, l'eau potable manque, une conséquence directe des mouvements des populations du Soudan et du réchauffement climatique. Les détails avec France 24. Cela fait 2 ans que Mahassine Abakar a fui la guerre dans son pays natal, le Soudan. Mais depuis qu'elle est réfugiée au Tchad, elle a déjà changé 2 fois de lieu d'habitation. La raison, les sécheresses de plus en plus sévères et fréquentes. Le champ manque vraiment d'eau. Les semences n'ont pas maturé suffisamment. Vous voyez, c'est devenu jaune parce qu'il n'y avait pas eu assez de précipitations. Il faudrait absolument de la pluie pour obtenir une récolte de qualité. Dans la zone où on était avant, chaque jour, on rencontrait des difficultés liées au manque d'eau. Il y en avait encore moins qu'ici. Les gens partaient jusqu'à la ville, à plusieurs dizaines de kilomètres, pour essayer d'en obtenir. Ceux qui ne pouvaient pas buvaient dans les petits cours d'eau. Ils en tombaient malades. Le Secours islamique, l'une des ONG qui intervient ici, a fourni à ces jeunes femmes un purificateur d'eau pour transformer ce qu'elles puisent dans les environs en eau potable. Mais la rareté des ressources génère des conflits parfois violents entre populations tchadiennes locales et réfugiés soudanais. Oui, ce manque d'eau nous amène des problèmes avec les Tchadiens qui sont originaires d'ici. Par exemple, le château d'eau là-bas, ce sont eux qui sont responsables d'ouvrir la vanne qui l'approvisionne. Souvent, ils refusent de l'ouvrir et tu es obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs. Dans le camp, le Secours islamique organise la distribution de bidons pour aider les réfugiés à s'approvisionner. Pour ces agents, pas de doute, le changement climatique est directement responsable de la multiplication des conflits autour des ressources. Nous sommes venus pour faire des forages, pour capter l'eau et envoyer au niveau de camp. Et du coup, les communautés hautes n'étaient pas du tout d'accord. Ils disent quand vous venez pour faire de l'eau, pour faire des dons aux ONG, vous donnez uniquement aux réfugiés, vous ne pensez pas aux communautés hautes. Pour cette phase, nous avons dit bon, nous allons faire une distribution équitable, c'est-à-dire une partie qu'on donne aux communautés hautes et une autre partie qu'on donne aux réfugiés. Des compromis nécessaires pour un problème qui dépasse la sphère des réfugiés soudanais. Début novembre, un affrontement entre 2 communautés tchadiennes autour de l'accès à un puits a provoqué la mort de plus de 30 personnes dans le centre du pays. Dans le reste de l'actualité internationale, le parquet de Lyon a indiqué hier dimanche chercher à identifier les auteurs directs de l'agression mortelle du jeune militant Quentin, disant avoir pu recueillir plusieurs témoignages significatifs. Retour sur les faits avec France 24. Sur cette vidéo, un homme déjà à terre reçoit un violent coup de pied dans la tête pendant qu'un autre est roué de coups. Le premier homme est-il Quentin Desranques, 23 ans, proche d'un collectif identitaire. Le déroulé des faits se précise. 18h. Une conférence est donnée à Sciences Po par la députée LFI Rima Hassan. Une intervention contre laquelle manifestent ses membres de Némésis, un collectif d'extrême droite identitaire. 18h30. Un affrontement éclate quelques rues plus loin. Quentin Desranques est présent.
Ce témoin a tout observé depuis sa fenêtre. J'ai entendu crier nazis, fachos, c'est des nazis, c'est des fachos, antifa. Et après, d'un coup, ils ont crié genre dispersion. Et il y en a qui sont partis par là, il y en a qui sont partis par là. 19h50, Quentin Desranques sera finalement retrouvé 2 km plus loin par les secours. Il décédera 2 jours plus tard. Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.